merci Régis, merci Eric, merci au comité d'organisation de m'avoir réinvité pour présenter un sujet qui m'est cher. C'est la place Stanislas à Nancy, vous avez vu, c'est joli. J'ai pas de lien d'intérêt, je suis juste trésorier de l'ESRA France, de la section France, donc je suis en lien avec l'industrie. Mais j'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Je suis reparti du cas clinique. Alors moi, j'aime beaucoup Régis, hein. Mais alors quand il me présente une patiente choquée et qui me demande de faire de l'ALR, waouh, Régis, c'est chaud quoi. Qu'est-ce que je vais faire là? Parce que là, je suis pas le seul à me tourner la tête et me dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc on a des recommandations qui sont assez anciennes, hein, de RAPM 2006, vous voyez, où quand il y a un choc septique, hein, ou quand il y a un sepsis, il faut toujours prendre le bénéfice-risque, hein. Et vous avez vu la décision de faire une analgésie régionale, ça se discute vraiment, quoi, parce que le risque, notamment au niveau d'une épidurale, là, de mettre un cathé, le risque d'infection est bien plus important. Et là, Régis a rajouté que la patiente était en attente de RCP, mais sur le cas clinique initial, on ne savait pas qu'elle était en attente de RCP. Donc, elle aurait pu avoir une chimiothérapie néoadjuvante avant de venir pour faire une évaluation de cette chimiothérapie néoadjuvante sur le cancer de l'ovaire, et elle aurait pu avoir une neutropénie résiduelle. Et moi, qu'est-ce que je fais quand il y a une patiente qui est neutropénique? Est-ce que je lui fais une régionale? C'est pareil, c'est exactement pareil. J'évalue bénéfice-risque. Alors vous tous là dans la salle, vous allez venir me voir et vous allez me dire, aux AEA, on nous a appris à poser des épidurales éco-guidées. J'ai envie de poser une épidurale. Ok. Voilà ce qu'on vous a appris aux AEA. On vous a appris aux AEA que cette région-là, cette région thoracique basse, les épineuses sont très recouvrantes, hein. Donc c'est compliqué. Il faut probablement utiliser la voie paramédiane. Hein, le trou est beaucoup plus gros. Mais le problème de cette voie paramédiane, c'est quand on y va à l'aveugle, on bute ou sur la lame ou sur le processus épineux. On n'arrive pas à orienter directement l'aiguille, hein. Donc il faut utiliser l'échographe. Hein, voilà un papier de Manoj Karmakar, le patient a décubitus latéral gauche. Il va chercher directement le ligament jaune. On voit les différentes lames qui sont ici. Il va chercher le ligament jaune et il monte l'aiguille de tuyauis éco-guidée jusqu'à le mettre au niveau du ligament jaune. Et il finit sa procédure ou par la goutte pendante ou alors directement de façon traditionnelle. On voit ici l'aiguille de tuyauis qui monte jusque devant le ligament jaune. Et finalement, moi, je préfère la méthode traditionnelle. Donc, quand mon aiguille est vraiment devant la porte d'entrée, je termine de façon traditionnelle et je mets ma péridurale en place. Dans ce papier de Manoj Karmakar, il montrait que le taux de succès de la première ponction était plus important dans l'utilisation ultrason, 33 sur 48 versus 17 sur 48. Le taux de succès au total était pas différent au niveau significatif, mais on avait quand même une petite différence en faveur de l'ultrason, 48 sur 48, 44 sur 48. Je suis persuadé qu'il ne faut pas faire d'épidurale sur cette patiente-là, quoi. La patiente qui arrive en choc, probablement septique. Voilà. Donc, je suis un peu embêté, quand on m'a dit il faut voir les blocs qu'il faut faire, notamment les blocs de paroi. Peut-être que cette patiente, vous allez la retrouver aux soins continus après ou en réanimation. Et peut-être que cette patiente, elle est passée aux soins de support, elle était morphinodépendante. Et que 2-3 jours après, il va falloir faire des blocs de parois. Il va falloir faire autre chose pour essayer de la sevrer d'un respirateur ou autre chose. Donc là, je vous ai mis deux papiers pour vous montrer que l'anesthésie régionale est possible après en réanimation. Je suis revenu un peu sur ce cas clinique en me disant, je vais prendre finalement la prise en charge initiale, cette laparoscopie, cette célioscopie, et quel bloc je vais pouvoir proposer. Donc, je suis parti du dos, il ne faut pas trop aller, et on va aller un peu plus en latéral. Les QL blocs, les blocs du QL. Donc, voilà comment ça représente. On a je vais prendre la flèche ici. Voilà, la flèche ici, avec ici un carré des lombes ici, et différentes façons de mettre son aiguille, ou de façon antérieure, ou de façon latérale, ou de façon postérieure. On n'utilise plus les chiffres, QL1, QL2, QL3, c'est terminé. Vous avez ici un corps vertébral qui est ici, l'apophyse transverse, et ce muscle-là qui est ici, qui est accroché sur l'apophyse transverse.
Voilà. Alors, c'est un peu challenging à chaque fois de réaliser ce bloc-là. C'est une bonne alternative à la péridurale. Vous pouvez laisser un cathéter en place. Je préfère le laisser avec une approche postérieure. C'est plus facile, mais il faut mobiliser le patient. Vous voyez ici sur cette approche postérieure-là, le patient est en décubitus latéral. Sur une approche plutôt antérieure, il faut tilter un peu le patient. Il faut le mettre un petit peu sur le côté. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça se fait relativement bien. On pose souvent la question, lequel marche le mieux? Est-ce que c'est le latéral, le postérieur ou l'antérieur? Et ben, sur cette méta-analyse-là, vous voyez que c'est plutôt le postérieur qui marche le plus, l'antérieur et le postérieur. Le latéral, on se rapproche plus d'un tab bloc plutôt proximal. Voilà. Alors, comme le postérieur marchait le mieux, je vous ai fait une vidéo du QL bloc postérieur. Vous voyez ici le psoas qui est là, le carré des lombes qui est ici, et donc l'aiguille qui va arriver, et on va dilater progressivement cette partie-là. Et je trouve que c'est assez élégant de laisser un cathéter. On peut en laisser un de chaque côté pour une chirurgie majeure abdominale. Voilà, cette dilatation progressive. Alors, il y a un biais de présentation. On vous montre toujours les meilleures vidéos. Hein. Quand vous rentrez à la maison, vous ne voyez pas toujours aussi bien. Ça, c'est vraiment clair, quoi. Ensuite, on va plus aller à la paroi antérieure, ce qui est plus adapté à la laparoscopie pour chirurgie, ce type de chirurgie ovarienne, d'évaluation ovarienne. Et voilà les différents types de tapes. Alors, on peut les grouper en 3 grandes catégories. Je ne vais pas parler de l'ilioagunal, mais on va parler des tapes latéraux. Quand vous marquez tape bloc sur une consulte d'anesthésie, c'est plutôt le tape latéral. Vous avez tape latérale et tape sous-costale. Le sous-costal, il n'est pas trop décrit, mais il est très intéressant. Donc, tape latérale, tape sous-costale, et le bloc des grands droits, qui n'est pas forcément un tape bloc, mais qui est intéressant et qui est plus distal. Donc, vous avez ces nerfs là qui passent, les nerfs intercostaux qui passent là entre l'oblique interne et le transverse et qui vont perforer toutes les parties du muscle jusqu'à aller au muscle des grands droits, voilà devant. Quel bloc choisir? Quel bloc faut-il choisir? Eh ben, pour avoir un succès, il faut choisir le bon bloc pour la bonne chirurgie. Voilà. Donc communiquer avec vos chirurgiens, c'est pas à Régis que je vais dire ça, mais l'importance de la communication et savoir ce que va faire le chirurgien, c'est vraiment essentiel. Est-ce que vous voulez un bloc viscéral et somatique ou vous voulez juste un bloc somatique? Ça va dépendre un peu du type de chirurgie et ce que vous attendez. Si on part sur une célioscopie ovarienne avec du multiporte, là, probablement, un tape latéral va être intéressant. Le tape latéral, donc c'est une injection d'anesthésique locale entre l'oblique interne et le transverse. Vous voyez ici, je vous ai mis une petite vidéo. On a le transverse qui est là, l'aiguille qui va un tout petit peu trop loin au départ sur l'image. C'est pas très grave. Après, on fait l'hydrolocalisation et on retire simplement un petit peu l'aiguille. C'est assez élégant et facile à réaliser sous anesthésie générale. Ça peut se faire en avant-salle, pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Voilà, et l'injection est un petit peu basse, on retire un petit peu l'aiguille et voilà. Voilà un beau tape bloc latéral, donc T10, les environs de T10 et en dessous, on va dire. Par rapport au QL, lequel marche le mieux? Donc QL à gauche, le tape à droite. C'est un bloc plus proximal, le QL, donc il marche mieux. On voit ici sur la douleur dans les heures post-opératoires. Là, pareil, dans les heures post-opératoires en faveur du QL. Mais le tape cartouche en place. Sur la consommation morphinique, c'est exactement la même chose. Un papier tout récent, là, novembre 2024, RAPM, qui montre l'hypoesthésie cutanée entre un QL latéral à gauche et un tape latéral à droite. On voit, donc, je vous disais, tape latéral autour de T10, plutôt vers le bas, le QL autour de T8 et un peu plus de diffusion sur tout l'abdomen. Très intéressant ce papier-là. Si jamais vous voulez récupérer la partie haute, complétez avec un tape sous-costal. Le tape sous-costal, c'est vraiment assez facile à faire. Vous avez exactement la même anatomie, l'oblique externe, l'oblique interne, le transverse. Le transverse qui va continuer jusqu'au muscle des grands droits. Voilà ici. Et l'objectif, c'est d'aller infiltrer toute cette zone ici pour avoir un tape sous-costal. Voilà. Et là, vous récupérez. Donc là, les grands droits. Ce transverse-là qui passe sous les grands droits, oblique interne, oblique externe. Voilà. Et donc, toute cette partie-là peut être infiltrée pour récupérer toute la partie supérieure à T10. Donc là, on est vraiment sur du bloc distal.
Et vous pouvez faire un bloc des 4 cadrans, un tab bloc des 4 cadrans, donc les deux sous-costaux et les deux latéraux. Là, quand vous comparez sur ce papier un petit peu ancien avec l'épidural en gris foncé, le tab bloc des 4 cadrans en gris clair, et ben, la douleur à la toux, c'était exactement pareil, il n'y avait pas de différence significative. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, 18 heures, patiente qui sort de salle, échec d'épidural, 8 sur 10 de VA, titration morphine difficile où elle est somnolente, où elle se réveille douloureuse. Et ben j'ai fait un tab bloc des 4 cadrans. Au bout d'un quart d'heure, la patiente, ok, elle n'avait pas 1 de VA, elle avait 4-5 de VA, mais en tout cas c'était incompatible avec une sortie de salle de réveil et une prise en charge adéquate. Voilà. Si vous êtes beaucoup plus distal, donc un bloc plus distal sur du single port, là c'est assez courant pour les évaluations, là eh ben, faites un bloc encore plus distal et vous pouvez faire un bloc des grands droits ici en allant faire une analgésie vraiment très distale sur ce bloc-là. Vous voyez les nerfs qui arrivent ici et qui traversent la partie latérale des grands droits. Voilà, donc moi, assez bêtement, je me mets en regard du trou qu'il va faire. Souvent, c'est un petit peu au-dessus de l'ombilic. Voilà, et donc l'objectif, ici, on est sur la partie latérale, la partie médiale est ici, c'est de mettre l'anesthésique locale juste à ce niveau-là, de façon bilatérale. On le voit ici, la partie latérale, donc c'est où il y a l'aiguille, et donc on voit cette dissection d'anesthésique locale. Attention, il y a une artère épigastrique inférieure qui est là, qui est pas loin, donc attention de ne pas l'abîmer. Est-ce qu'il y a des recommandations pour le cancer de l'ovaire? Non, il n'y en a pas. On peut se rapprocher de certaines recommandations, la vésicule, laparoscopique. Alors tout ce que je vous ai dit avant est tombé à l'eau là, parce que tout est en seconde ligne. En première ligne, c'est l'infiltration chirurgicale. En seconde ligne, les tab blocs, ça demande une certaine dextérité. Ça peut être réutile chez des patients morphinodépendants, comme on en a parlé. Mais en numéro 1, c'est l'infiltration chirurgicale. Alors attention, c'est l'infiltration chirurgicale comme dans les protocoles de recherche clinique. C'est-à-dire que c'est les chirurgiens qui vont infiltrer plan par plan avec des gros volumes d'anesthésiques locaux en début d'intervention. C'est pas le chirurgien qui infiltre 5 cc d'anesthésique locale en sous-cutané en fin d'intervention. Alors, si vous avez ces chirurgiens qui respectent bien ces infiltrations locales, pourquoi pas? Voilà. Et juste pour finir, une patiente qu'on a pris en charge il n'y a pas très longtemps, donc c'est un cancer de l'ovaire pour montrer que voilà, ça c'est le foie, ça c'est l'estomac, et ça c'est le début du cancer de l'ovaire. Donc voilà, ça c'est du cancer de l'ovaire, c'est du cancer de l'ovaire. Elle a dû passer dans le scanner avec un peu de KY. Voilà. Donc là, au niveau des hanches, il y a toujours du cancer de l'ovaire. Donc pour conclure, le succès de ce type de bloc, c'est le bon bloc pour la bonne chirurgie avec le bon patient. Voilà, merci beaucoup.